Bonsoir, bienvenue, c'est un nouveau numéro de Défense sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, on vous emmène au salon de l'armement jordanien consacré aux opérations spéciales et puis on se rendra ensuite dans une société israélienne de contre-espionnage pour parler cyberdéfense. Mais tout de suite, vous en avez désormais l'habitude, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Nous commençons au Nigeria. Boko Haram a publié une vidéo montrant pour la première fois les 200 adolescentes kidnappées le mois dernier par le groupe rebelle islamique. Les États-Unis ont envoyé un avion de renseignement pour localiser les jeunes filles grâce à des imageries satellitaires commerciales. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également proposé au président nigérian Goodluck Jonathan de se joindre aux efforts de sauvetage et envoyer une équipe de sauveteurs spécialisés dans l'antiterrorisme. Et puis en Autriche, à Vienne, a commencé la 4e série de pourparlers entre l'Iran et les puissances occidentales sur le programme nucléaire de Téhéran. Les négociateurs espèrent parvenir à un accord final. On entre ainsi dans une nouvelle phase puisqu'il s'agit de commencer la rédaction d'un accord définitif entre le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Zarif, et la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, qui négocie avec Téhéran dans ce dossier. Et enfin, le président russe Vladimir Poutine a fait sa première visite dans la région de Crimée depuis que la péninsule a été annexée en mars dernier. Poutine est monté à bord d'un navire et en a profité pour célébrer la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie en mai 1945, avant d'assister à un vol d'avion de chasse sur la baie de Sébastopol. Poutine a également parlé aux anciens combattants, les remerciant pour leur rôle dans le rattachement de la Crimée à la Russie. L'actu défense de cette semaine, c'est tout d'abord la 10e édition du SOFEX, ce salon jordanien de l'armement consacré aux opérations spéciales et à la lutte antiterroriste. Un salon qui réunit de nombreux professionnels de l'industrie militaire, originaires de près d'une 60aine de pays. Maxime Pérez, bonsoir. Vous étiez sur place, on va regarder ce reportage et on en reparle tout de suite avec vous. Bienvenue à SOFEX, le salon du Bourget jordanien. Une véritable vitrine pour le royaume hachémite. La 10e édition de ce grand marché d'armement vient de s'achever à Amman, au cœur même de l'aéroport militaire du roi Abdallah II. Cet événement sponsorisé par la monarchie se veut d'abord un tremplin pour la coopération régionale. Pour cet événement annuel, il y a plus de 600 délégués qui viennent de 59 pays. Ils sont ici pour échanger sur de nombreux sujets et aussi pour partager des nouvelles technologies. Inutile de chercher des représentants israéliens dans ce salon. Ils sont évidemment persona non grata. Il faut dire que parmi les participants à SOFEX se trouvent de nombreux pays hostiles à Israël. Ceux du Golfe par exemple, et d'autres comme le Soudan, l'Arabie Saoudite ou encore le Liban. Même les Palestiniens ont dépêché sur place une délégation. Côté jordanien, le discours officiel se veut pourtant feutré. On estime que cette grande foire d'armement sert des intérêts communs. SOFEX est organisé pour créer des ponts entre les pays. Notre principale préoccupation, c'est d'unir nos capacités pour lutter contre le fondamentalisme et le terrorisme. La Jordanie n'a pas lésiné sur les moyens pour impressionner son public. 2 modèles de son tout nouvel avion ravitailleur AC-235, fabriqué conjointement avec les États-Unis, ont été exposés sur le tarmac. 3 jours de salon qui ont souvent tourné à la démonstration de force. Sous les yeux de son Excellence Abdallah II et de ses invités de marque, l'armée jordanienne a fait étalage de ses capacités en matière de contre-terrorisme. Commando au sol, appui aérien avec ses hélicoptères Gazelle, la réalisation est parfaite. Et pour conclure le show, cette parade aérienne menée par les appareils Falcon de Sa Majesté Abdallah II. SOFEX, ou l'art de réconcilier le Moyen-Orient par la beauté des armes. Une réelle politique plutôt hors norme dans une région, loin d'être pacifiée. Maxime Pérez, on vous retrouve. Quelles impressions vous a laissé ce salon de l'armement jordanien ? Alors c'est un salon d'armement qui rassemble près de 41 pays. 370 exposants, des sociétés d'armement. C'est un événement de prestige sponsorisé par la monarchie jordanienne, mais on reste très loin de l'ampleur de salons comme le Bourget à Paris ou même Eurosatory. Alors certes, c'est une plateforme de coopération avant tout. En tout cas, c'est comme ça que les autorités jordaniennes parlent
de ce salon Sofex, mais on constate que peu de pays occidentaux y sont représentés, à l'exception des États-Unis. Il faut dire que les Américains occupent déjà une belle part de ce marché moyen-oriental, puisqu'ils sont les principaux fournisseurs d'armement de pays comme l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, la Jordanie même, et bien sûr l'Irak post-Saddam Hussein. Alors vous l'avez dit, peu de pays occidentaux représentés. Israël non plus représenté, on l'a vu dans ce reportage. Est-ce qu'il y avait tout de même une présence officieuse? Pas de présence israélienne. Les Israéliens, on l'a souligné, n'étaient pas les bienvenus dans ce salon. Non pas que les Jordaniens n'assument pas le traité de paix qu'ils ont avec Israël, mais parce que dans ce salon, il y a des pays qui sont clairement hostiles à Israël, comme le Liban, qui était représenté, comme l'Arabie Saoudite, comme le Soudan, un pays où l'aviation israélienne est supposée avoir mené des frappes il y a de cela peu de temps. Donc dans ces conditions, c'est plutôt difficile de faire venir des sociétés d'exposition. Et les Jordaniens le disent d'ailleurs, ils n'ont pas reçu de demande venant de l'industrie militaire israélienne pour participer à Sofex. Alors Sofex, qui est consacré, on l'a dit, aux opérations spéciales. Quelles sont les tendances qui se sont dégagées dans le domaine ? Alors des armes qui rentrent précisément dans le domaine des opérations spéciales avec des moyens aériens de longue portée qui sont tout à fait utiles quand on veut porter le combat en territoire ennemi. Par exemple, on a vu à l'image cet avion de transport AC-235 fabriqué conjointement par les Jordaniens et les Américains. On a vu cet avion hélicoptère V-22 qui d'ailleurs va bientôt rentrer en service dans l'aviation israélienne. Tout cela, ce sont des moyens aériens qui permettent d'acheminer des transports et des munitions pour des missions de longue portée, pour des missions spéciales. Et à côté de cela, bien sûr, des armes dédiées à la guerre asymétrique, à la guérilla urbaine, tout simplement, avec des blindés légers, des hélicoptères de combat, des armes de sniping et de contre-sniping. Enfin, tout cet arsenal qui sert évidemment ces opérations menées par les forces spéciales. Et ce business de la guerre, il marche en Jordanie ? Il marche parce que la Jordanie a eu l'intelligence de développer à la fin des années 90 un complexe militaro-industriel qui au début était dédié à ses propres besoins, qui visait tout d'abord à se détacher de la dépendance à l'égard des États-Unis. Le roi Abdallah II a dégagé énormément de fonds pour développer cette industrie militaire. Et puis, avec la situation qui s'est développée ces dernières années au Moyen-Orient, ce printemps arabe qui a créé de l'instabilité tout autour de la Jordanie, aux frontières même de la Jordanie, eh bien, la Jordanie a trouvé des pays acheteurs comme le Liban qui a acquéri des chars, comme l'Arabie Saoudite qui a acquéri des missiles anti-chars. Et voilà, ce salon Sofex sert aussi à faire la promotion de cette industrie militaire jordanienne. Merci beaucoup Maxime Pérez pour cette analyse et ce témoignage donc, de ce reportage que vous avez réalisé sur place. C'était il y a 60 ans, la bataille de Dien Bien Phu. Alors qu'en France, cet anniversaire est plutôt discret, la population vietnamienne est attachée à cette victoire fondatrice sur le colonialisme. Et cette année, vous allez le voir, les autorités du pays ont vu grand. Organisés et bien entraînés, ces militaires vietnamiens qui célèbrent le 60e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu sont bien loin des paysans et soldats amateurs qui ont réussi à battre la France ici en 1954. À l'époque, en 56 jours, les Vietnamiens sont venus à bout des Français, pourtant mieux équipés et plus expérimentés, les forçant à une humiliante capitulation. La victoire de Dien Bien Phu a été un tournant historique et doré. C'est une victoire qui a aidé à mettre fin au colonialisme et à amener le Vietnam vers l'indépendance. Pour la France, cette défaite cuisante marque la fin de la présence coloniale en Indochine. Aujourd'hui, Dien Bien Phu expose encore des souvenirs de la bataille, un canon et un char français, tous deux détruits par les Vietnamiens. Depuis 60 ans, l'armée populaire vietnamienne s'est radicalement transformée, comme le pays tout entier. Même si Dien Bien Phu n'a pas mis fin à la guerre au Vietnam, la bataille a été le début de l'émergence d'une nation indépendante qui sera réunifiée 20 ans plus tard. De l'autre côté, la défaite a laissé une cicatrice profonde dans l'histoire de France. Et
quand la défense se met à l'heure du 2.0, alors que les cybermenaces se multiplient et prennent sans cesse de nouvelles formes, le marché de la sécurité cherche de nouveaux moyens pour s'adapter. Tal Shalev et Mathias Inbar se sont rendus dans une société israélienne de contre-espionnage. On vous y emmène. Quand un simple smartphone peut vous permettre de vous connecter n'importe où, n'importe quand, le monde virtuel du XXIe siècle est accessible par tous. Une liberté dont se servent les terroristes pour infiltrer, contrôler et endoctriner. Terrogance est une société privée israélienne qui fonctionne via Internet pour tracer les nouvelles menaces en ligne. Son objectif, collecter des indices et prévenir les actes terroristes. Une équipe composée de spécialistes qui scannent la toile, développent des avatars et infiltrent les forums en ligne et les sites de discussion, gagnent la confiance des participants. Le tout en lien direct avec les services de renseignement cybernétique. Ce qui nous rend unique, c'est que nous avons beaucoup de capacités linguistiques et que nous sommes très bien intégrés dans la région russe, dans la péninsule arabe, en Turquie et dans le golfe Persique, sans oublier la Chine. Donc nous avons une très large couverture et nous pouvons atteindre des informations très intéressantes. Les analystes de Terrogance sont pour la plupart issus de l'unité d'élite de renseignement et d'écoute de Tsahal 8200. Ils vivent dans le même monde que les terroristes et les criminels potentiels et recherchent les mêmes informations. Pour ce faire, ils utilisent des fausses identités afin de se frayer un chemin dans des centaines de sites et forums à travers la toile. Cela s'est passé sur Facebook. Ils essayaient de mener des campagnes contre Israël et les répandre sur la toile. Nous essayons de chercher des outils de piratage et de nouveaux groupes et des plateformes capables d'enquêter sur ces campagnes et surtout les analyser. Against Israel, we are trying to look for tools, hacking tools, targets, what websites. Des connaissances considérables peuvent être recueillies grâce à l'analyse de la toile, en particulier des sites liés au terrorisme et à la prolifération nucléaire. Par exemple, la Banque centrale d'Iran maintient un site public où les fonctionnaires discutent des politiques financières internes et des commentaires sur les mesures prises par le Trésor américain. Bien que nous parlions de cyber et d'ordinateurs, il y a toujours des personnes au bout de la ligne. Nous essayons de nous comporter comme les méchants sur Internet. Si nos opérations sont couronnées de succès, alors les gens pistés partageront leurs informations. Le monde virtuel étant toujours en développement, la société Terrogance doit elle aussi s'adapter aux techniques de cyberespions pour justement faire face aux cybermenaces. Et j'accueille sur ce plateau le colonel de réserve Shlomo Mofaz, ancien officier supérieur des renseignements de l'armée israélienne, aujourd'hui PDG de la société Foresight Prudence. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, l'ère du digital amène avec elle une circulation infinie d'informations. Qu'est-ce que ça a changé pour les services de renseignement que vous connaissez bien ? Pour les services de renseignement, c'est un nouveau palier. Les services de renseignement récoltent des informations et les distribuent à ces différents protagonistes. Pendant cette dernière décennie, nous faisons face à un nouveau défi, le défi du big data. Tous les mois et tous les ans, cette menace s'intensifie. Nous devons donc chercher ces informations et chercher l'information pertinente pour nos clients. Cela demande du professionnalisme, d'une bonne compréhension du terrain. Alors comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on a vraiment les moyens de lutter contre ce qu'on appelle maintenant un cyberguerrier ? Aujourd'hui, il y a toute une palette de moyens pour lutter contre les cyberguerriers. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est le partage d'informations sur le plan civil, mais aussi sécuritaire. Il faut tout le temps être informé, car les moyens se développent et pas toujours ceux qui se défendent arrivent à suivre ceux qui attaquent. Aujourd'hui, même la technologie est disponible sur la toile. C'est bien que quiconque a quelques connaissances peut se procurer ces technologies et les utiliser contre des États, des institutions ou des industries. Alors il y a les menaces, mais il y a aussi le bon côté de cette libre circulation des informations, c'est que ça permet de mieux lutter contre le terrorisme.
Absolument, le terrorisme aujourd'hui, c'est la menace principale pour les États dans le monde. Cette capacité, c'est de définir la menace, mais également la deuxième étape, qui n'est pas moins importante, c'est de définir le risque, de définir l'aspect, le degré de la menace. Quelquefois, la menace peut être très large. Il faut trouver l'équilibre entre la menace et votre capacité de défense et définir ainsi le niveau de risque. Merci beaucoup Shlomo Mofaz pour cette interview et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Soyez là.